Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au secteur de la santé, un secteur qui fait face à de très nombreux défis sur le continent. Manque de personnel médical, manque d'équipement également. En Afrique, on enregistre en moyenne seulement 2 médecins et 15,5 lits d'hôpital pour 10 000 personnes. Si le continent manque considérablement de moyens pour bien soigner ses populations, un chiffre donne tout de même de l'espoir. En Afrique, l'espérance de vie s'est accrue de 25 ans depuis les années 1950 pour atteindre aujourd'hui 63 ans, soit 9 ans en dessous de la moyenne mondiale fixée à 72 ans. Ce soir, nous allons vous montrer comment le secteur de la santé fait sa révolution. Au sommaire ce soir, enquête sur les innovations médicales en Côte d'Ivoire, coroscanner pour explorer les vaisseaux du cœur, radiothérapie pour traiter les cancers ou encore échographie 3D. Le plateau médical à Abidjan se renforce. Nous allons vous montrer combien coûte un tel matériel de pointe et qui peut aujourd'hui en bénéficier. Des milliards de francs CFA sont investis. Puis nous partirons au Cameroun à la rencontre d'entrepreneurs pas comme les autres, des entrepreneurs de la santé. Couveuses connectées, mais aussi applications digitales pour consulter un médecin en ligne. Ils innovent dans le numérique, ils font bouger les lignes avec l'espoir de sauver des vies. C'est un fait, la plupart des pays africains n'ont toujours pas atteint les objectifs fixés dans la déclaration d'Abuja de 2001, dans laquelle les gouvernements se sont mis d'accord sur l'allocation de 15% de leur budget national à la santé. Aujourd'hui, près de 2/3 des dépenses totales de santé et au moins la moitié de l'offre de santé sur le continent sont imputables au secteur privé. Un secteur privé qui est en train d'investir à Abidjan avec du matériel médical de pointe. Il n'est pas le seul, vous allez le voir. La médecine fait sa révolution. Un reportage de Sibella Tangba, Gisèle Mendonça et Niki Kwame. 9 h du matin, dans une polyclinique à Abidjan. Est-ce que vous avez du fer sur vous, un métal, un bracelet, une montre? Non. Monsieur Touré, 50 ans, expérimente une nouvelle médecine pour l'aider à retrouver l'usage de ses jambes. C'est un patient qui a été victime d'un accident du travail qui a occasionné un écrasement de jambes, ce que nous appelons donc un crush syndrome, qui est une indication formelle de la médecine hyperbare. Ce que nous allons faire, c'est de lui apporter de l'oxygène à haute pression, dans le but de régénérer le membre qui a été endommagé, qui a été écrasé. Mais avant, port obligatoire d'un bracelet isolant pour éviter des malaises pendant le traitement qui se fait à l'intérieur de cette machine futuriste, en caisson hyperbare. Si vous avez mal à l'oreille droite, qu'est-ce que vous faites? Parfait. Si vous avez mal à la poitrine, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez le vertige, qu'est-ce que vous faites? D'accord, parfait. Donc. La séance démarre. Pendant près d'1 heure, le médecin règle la pression de l'oxygène. Dans le cas de ce patient, le volume d'oxygène sélectionné est dirigé vers le pied malade pour une cicatrisation plus rapide. Le patient nous a fait le retour qui sent des picotements. Et ça, c'est très bon signe pour nous, parce que ça veut justement dire que les nerfs commencent à réagir, que les vaisseaux commencent à s'ouvrir. Avoir un tel appareil dans le plateau technique va permettre d'aller plus vite dans les soins, va permettre donc d'avoir des résultats beaucoup plus probants et va permettre donc d'améliorer la qualité de vie des patients. Cet appareil a été acquis à hauteur de 100 millions de francs CFA. C'est le premier caisson de médecine hyperbare de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Il n'est pas la seule innovation venue renforcer le plateau médical à Abidjan. Coroscanner pour explorer les vaisseaux du cœur. Radiothérapie pour traiter les cancers ou encore échographie 3D pour découvrir son bébé avant même sa naissance. Des avancées rendues possibles par l'acquisition et le déploiement de matériel de pointe, à coût parfois de milliards. Des innovations concentrées aujourd'hui dans quelques établissements et réservées à une minorité de patients. Retour à la polyclinique Farah. Monsieur Touré vient de terminer son traitement de médecine hyperbare. Coût de la séance,
250 000 francs CFA. Le patient en a encore une dizaine d'autres à faire pour une guérison complète. Depuis que je suis ici et que j'ai suivi les séances, je sens une amélioration au niveau de ma chambre. Indiquée à l'origine pour des accidents de plongée ou des intoxications au gaz carbonique, la médecine hyperbare s'est étendue. Elle soigne aujourd'hui une cinquantaine de maladies avec un taux de guérison supérieur à 85%. Quand on nous référait ce patient, l'indication d'amputation avait été posée. Donc le traitement radical avait été posé et aujourd'hui, il arrive donc à bouger avec un déambulateur, il arrive à marcher. Le pied n'a pas été amputé. Là où personne n'y croyait, nous on a cru donc avec le patient à ce que ce pied-là pouvait reprendre vie et le pied a repris vie. Des appareils de dernière génération pour révolutionner la médecine. C'est aussi le credo de cet institut de radiologie du groupe médical du Plateau. Voici son tout dernier investissement, un coroscanner. Il permet d'explorer les vaisseaux du cœur à la recherche d'éventuelles lésions. Un examen conseillé chez des patients présentant des douleurs thoraciques ou des facteurs de risque de diabète et d'hypertension. Nous réalisons des coroscanners depuis 2 ans et demi. Cet examen ne se pratiquait pas sur la Côte d'Ivoire auparavant. Nous avons la chance de disposer d'un scanner de 320 barrettes, qui est véritablement l'appareil idéal pour ce genre d'exploration. Cette technique a recours aux rayons X et se fait en éjectant de l'iode dans les artères coronaires du patient. Quand il est sûr d'avoir des images nettes et une bonne fréquence cardiaque, le radiologue donne le feu vert. Je pense qu'on peut lancer l'injection de produit de contraste. Une douzaine de secondes suffisent pour l'examen du coroscanner. Monsieur Nguessan, comment s'est passé l'examen? Très bien, ça va? La force de ce scanner coronaire de 320 barrettes, c'est qu'il permet une analyse complète et précise des vaisseaux en une seule rotation. Cet équipement d'origine japonaise serait le plus performant en Afrique de l'Ouest. Un appareil que l'Institut a acquis à prix d'or. Vouloir faire bénéficier aux patients d'une imagerie de qualité, d'un plateau technique performant, est un véritable enjeu, car il nécessite d'acquérir du matériel ou technologies avancées, donc coûteuses. Sur ce point, la direction du groupe a confirmé ses ambitions en investissant plus d'1 milliard de francs CFA pour acquérir le scanner 320 barrettes. 1 milliard de francs CFA, un investissement énorme sur le papier, mais le groupe médical n'a pas de doute sur la rentabilité à moyen terme du coroscanner. Avec un coût pour le patient de 250 000 francs CFA la séance, le seuil de rentabilité de la machine se situerait à 4 000 séances. Le nombre de patients présentant des lésions coronariennes a été significativement élevé sur les 2 années d'expérience, justifiant des prises en charge qui évitaient pour la plupart de ces patients de rentrer en Europe. Donc finalement, au prix d'un développement de l'activité, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Place à présent au résultat du patient. Sur ce moniteur, sa silhouette cardiaque est reconstituée en 3D, puis les images sont traitées grâce à des logiciels. Pour le patient de 43 ans, rien à signaler. Ce n'est pas le cas d'un autre patient qui, quelques jours auparavant, a vu le coroscanner lui sauver la vie en décelant lors d'une visite de routine des lésions. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance car cet examen a été réalisé à titre de bilan systématique, sans aucun signe d'alerte, sans douleur thoracique, sans anomalie du bilan biologique. Donc effectivement, le coroscanner a été déterminant dans sa prise en charge thérapeutique. Il n'y a pas que le privé qui investit dans la santé. Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie. Ce matin, Hussein, 63 ans, a rendez-vous pour une radiothérapie. Il souffre d'un cancer de la vessie. Il est à sa 15e séance.
Le traitement consiste à administrer les rayons sur la zone précise infectée par le cancer. Aujourd'hui, avec la radiothérapie, on arrive à dépasser certaines limites. Autrefois, il y avait des tumeurs qui n'étaient pas opérables ou qui n'étaient pas résécables. Alors, on était obligé soit d'évacuer les malades. La radiothérapie, une technologie innovante dont la Côte d'Ivoire peut se targuer depuis maintenant 4 ans. Objectif : faire face au fléau du cancer. Près de 20 000 nouveaux cas en 2020 et 11 000 décès dans le pays. Grâce au développement de la radiothérapie, plus de 1000 évacuations de patients à l'étranger ont été évitées. Parmi les malades, certains ont pu bénéficier de subventions de l'État à hauteur de 252 millions de francs CFA depuis l'ouverture du centre. Dès qu'on m'a examiné, on m'a proposé le Maroc ou l'Algérie. Or, à Abidjan, il y a un service qui fait exactement la même chose, même mieux. Donc, j'ai préféré le faire ici et je suis très content. Pour ces différents traitements, Hussein a déboursé la somme de 3,5 millions de francs CFA. Moins du triple de ce qu'il aurait pu dépenser en se rendant dans un autre pays. Afin de protéger le personnel soignant, le traitement se poursuit ici, dans la salle de commande, d'où les rayons sont envoyés. Lorsqu'on envoie les rayons, ces rayons détruisent l'ADN. Enfin, ils cassent l'ADN de la tumeur. La conséquence, c'est que les cellules cancéreuses n'arrivent plus à se multiplier. C'est le mécanisme de la radiothérapie. 13 milliards de francs CFA ont été investis pour la création du centre de radiothérapie avec l'achat des différents équipements. La radiothérapie traite 70% des cancers avec des résultats encourageants. Mais elle n'est pas la seule innovation du centre. Bonjour, ma fille. Comment ça va aujourd'hui? C'est bien. Le queue chevelu est moins gras que la dernière fois. Il est plus sain et on voit que les cheveux repoussent correctement. Dans cette cabine, cette dame, en rémission d'un cancer du sein, bénéficie de soins comme la trichologie, des soins d'accompagnement totalement gratuits. Alors, vous savez que le traitement du cancer entraîne souvent des répercussions sur l'aspect physique du patient, tant sur les cheveux que sur le corps. Et aujourd'hui, avec cette cabine socio-esthétique, les soins que nous faisons, notamment celui de la trichologie, va permettre donc pendant le traitement du cancer à pouvoir redonner une vivacité aux cheveux. La cabine onco-esthétique en cancérologie est la première de ce genre en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire aujourd'hui que pour la Côte d'Ivoire également, on peut dire que le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Notre objectif, c'est de rester à la pointe et de rester un centre de référence, au niveau, oui, des centres occidentaux. Direction maintenant l'hôpital mère-enfant de Bingerville, où là aussi, de nouvelles techniques médicales sont expérimentées. Bonjour, madame. Ce matin, Dr Kourouma réalise une hystéroscopie, une chirurgie mini-invasive qui consiste à visualiser l'intérieur de l'utérus dans le but de déceler d'éventuelles anomalies. La jeune patiente de 31 ans tente depuis 7 ans de devenir maman. Elle est venue nous voir pour ce projet parental et on a dit stop, on va faire le point pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et au cours de l'exploration, on a découvert qu'elle a des fibromes. Et là, on s'attaque aujourd'hui au fibrome de type 3, qu'elle a. C'est un fibrome qui se développe une partie à l'intérieur de l'utérus. Première étape, nettoyer la cavité utérine avant d'introduire l'hystéroscope, une mini-caméra. Et on est juste un peu embêté par ça. C'est même un type 3 que je vais juste raser un peu là-dessus. Vous voyez le fibrome là? Un fibrome bénin est décelé. Il faut l'éliminer afin d'avoir une belle muqueuse capable d'abriter un embryon. Une quinzaine de minutes
et l'examen réalisé sous anesthésie générale est terminé. C'est une intervention révolutionnaire. Elle a révolutionné la chirurgie gynécologique de la femme. Donc on peut venir enlever les fibromes le matin et retourner chez soi à la maison. Le médecin va procéder à un examen complémentaire, la cœlioscopie. Cette technique permet de visualiser les organes à l'intérieur de l'abdomen, notamment les trompes utérines. Elle vient jusqu'ici avec l'ovaire. Elle est un peu rétrécie par ici. Mais cette partie de la trompe, ce n'est pas normal. D'accord? On a une certitude qu'il faut qu'elle parte en fécondation in vitro. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la trompe qui lui reste n'est pas de bonne qualité. L'hôpital reçoit chaque semaine une dizaine de patientes pour ces chirurgies de pointe, avec l'espoir de les aider à donner la vie. Groupe médical du plateau. Bonjour, madame, comment allez-vous? Stéphanie, 30 ans, souhaite savoir à quoi ressemblera son futur bébé, mais surtout s'informer de l'état de santé du fœtus. Pour cela, elle se soumet à une échographie tridimensionnelle, la 3D. C'est une très belle prise. Hein. Ça, elle figurera dans l'album. Oh là là, regardez comme c'est beau. Celle-là aussi, elle va figurer dans l'album de famille. On est dans le très sophistiqué dans la recherche de malformations. Et puis, outre le fait qu'il y a les recherches de malformations, il y a de voir comment le bébé est heureux, il vit dans un monde qui lui convient, agréable. Et puis, il est surtout normal. Coût de l'appareil, 130 millions de francs CFA. Et coût de la séance, 60 000 francs CFA. Nous sommes prêts à mettre le prix pour ces appareils, d'abord parce que c'est d'une qualité exceptionnelle, ça donne des renseignements magnifiques, et puis je ne suis pas certain qu'en Europe, dans tous les centres, il y ait ce genre d'appareil. Et puis je pense qu'ici, en Afrique, on mérite d'être au top de la technologie. Des nouvelles technologies qui changent clairement la donne, mais qui ne sont pas aujourd'hui à la portée de tous. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Delmotte, directrice générale de la Polyclinique GMP, le professeur Yvan Zunan-Kipré, professeur d'anatomie et de neurochirurgie à la faculté de médecine d'Abidjan, neurochirurgien au CHU de Yopougon, et le docteur Yaya Koulibaly-Nablé, expert en politique et management de la santé. Bonsoir, madame, messieurs, et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Alors, on parle de coroscanner pour explorer les vaisseaux du cœur, radiothérapie pour traiter les cancers, échographie 3D. Peut-on dire que le plateau médical à Abidjan se renforce, professeur? Effectivement, ce plateau se renforce au niveau aussi bien des structures publiques que des structures privées. On l'a vu tout à l'heure avec la radiothérapie. Même si nous aurions aimé que ça aille un peu plus vite. Alors, vous êtes d'accord qu'il y a un renforcement du plateau technique? Ah oui, il y a vraiment un renforcement du plateau technique en Côte d'Ivoire. Il faut saluer les dirigeants pour ça. Et il y a un véritable effort qui est fait, mais l'effort, comme il l'a dit, l'effort doit être continu, parce que ce renforcement du plateau technique doit aller aussi avec les indicateurs de santé. Oui. Alors, déjà, en quoi est-ce que c'est stratégique de renforcer le plateau technique, ce matériel de pointe aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire pour faire évoluer une médecine de qualité? La médecine fait partie de la santé, mais la santé n'est pas la médecine. Et il est vrai que si nous investissons dans la médecine, il faut aussi penser à investir dans la santé. Parce que ce qui nous intéresse au final, ce sont les indicateurs de santé sur les populations. Votre intervention se centre sur la santé. Je viens vers vous. Il parle de santé, santé, santé. On a vu des investissements de matériel de pointe quand même chez vous à GMP. Ces machines, c'est quoi en général les montants de vos investissements? Écoutez, les montants d'investissement pour un appareil comme un scanner 320 barrettes avoisinent le milliard.
On fonctionne, on va dire, dans des investissements de façon beaucoup plus globale. Nous essayons d'améliorer le diagnostic. C'est notre positionnement, parce qu'avec un bon diagnostic, on peut s'inscrire dans la prévention, on peut s'inscrire dans une amélioration de la prise en charge des patients. C'est une chance pour le secteur de la santé de voir la Côte d'Ivoire et surtout Abidjan s'inscrire dans cette démarche. Et on est dans cette démarche depuis déjà plusieurs années. Alors, ça représente à peu près quoi la proportion de vos investissements dans vos charges annuelles ou alors dans votre... Bah, écoutez, on va dire sur une période d'investissement qu'on ne va pas forcément prendre sur une année, on va accorder 50% au niveau des équipements médicaux. Les 50 autres pourcents vont nécessiter donc tout ce qui va avec l'infrastructure, le capital humain, la formation, et ça la recherche. Pardon ? Ça s'exprime en milliards. Exactement. Ouais. Il faut dire qu'entretenir un établissement de santé privé, en tout cas de la taille de GMP, c'est beaucoup d'investissements. Des machines à plusieurs centaines de millions, parfois des milliards. Comment est-ce qu'elles sont amorties ? On a fait un petit calcul avec le scanner qui fait le Coro scanner, oui, autour d'1 milliard. Oui. Et nous, on a calculé qu'il vous faudra à peu près 4000 séances, comme on l'a vu dans le reportage, pour que ce soit rentable. À quelle échéance est-ce que vous envisagez quand même de rentabiliser cette... Écoutez, avant de parler de rentabilité, on a une mission première qui est le soin, la qualité de soins, et de pouvoir donner cette accessibilité aujourd'hui à la population, de pouvoir avoir des diagnostics de plus en plus précis. L'amortissement, il est, j'ai envie de dire, un amortissement comptable ou fiscal. Un appareil comme un Coroscanner, comme un scanner 320 barrettes, c'est un amortissement qui va se faire sur 5 ans. Alors, docteur Coulibaly-Nablé, ça coûte quand même cher ce genre d'équipement, mais il faut quand même que ça se démocratise. Ah oui, surtout. Quand nous voyons tous ces efforts que le privé fait, il faut une politique pour pouvoir accompagner le privé dans ces investissements. Parce que ce sont de très gros investissements. Et si ceux qui peuvent se soigner là-bas vont encore à l'extérieur aller se soigner, ils vont hésiter avant d'investir. Donc c'est toute une politique qui doit pouvoir accompagner ce privé qui se bat, qui essaie d'investir. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, des personnes qui partaient à l'étranger en évacuation sanitaire qui sont retenues sur place en Côte d'Ivoire. Alors c'est important aussi pour les dépenses publiques en général que d'investir davantage dans le plateau technique, professeur. Tout à fait, c'est important. Et vous avez un élément que vous n'avez pas signalé, c'est ceux qui n'ont pas le temps d'être évacués. Oui. Oui. Malheureusement pour eux, il serait souhaitable qu'on ait un plateau technique renforcé. Le potentiel humain, la Côte d'Ivoire l'a. Le potentiel au niveau des ingénieurs biomédicaux, la Côte d'Ivoire l'a. Il faudrait maintenant y ajouter une très bonne organisation, une rigueur de travail et avec en plus un plateau technique de pointe. Est-ce qu'il y a une politique d'incitation au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter ce genre d'investissement, d'effort justement pour la santé publique générale? Il faut voir le système de santé comme une voiture, c'est un tout, ce n'est pas que le moteur. On ne doit pas aussi voir le privé comme faisant une concurrence au public. C'est une complémentarité. Voilà, c'est une complémentarité. Mais justement, est-ce que vous, par exemple, vous avez bénéficié d'incitations fiscales? Allons-y directement. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, les cliniques privées ont accès à un programme qu'on appelle le programme d'agrément à l'investissement qui a été mis en place par le CPC. Et d'ailleurs, si aujourd'hui cet investissement a été possible, c'est justement parce que, en montant un dossier, même si c'est effectivement une lourdeur administrative, ça nous a permis, pour les 2 premières phases d'investissement que nous avons commencé depuis 2017, à être exonérés de 40% des droits de douane et de 18% de la TVA, ce qui n'est pas... Sur quoi? Sur les équipements médicaux. C'est pas négligeable. Hein? Ce n'est pas négligeable. Et nous avons déjà, par exemple dans le quotidien, quand on prend des secteurs comme le laboratoire, au niveau des achats des intrants, ils sont exonérés des droits de la TVA. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà un pas qui a justement permis à un projet comme l'IRP de la polyclinique GMP à voir le jour. Vous avez dit que c'est un tout. Ce n'est pas seulement les investissements dans le matériel, c'est aussi le personnel, c'est aussi même les bâtiments, les infrastructures.
Investir, ce n'est pas seulement acheter le matériel. Oui. Quand vous regardez les lignes qui sont réservées à l'entretien de ce matériel, ben, vous êtes sûr que d'ici 1 an, 2 ans, ils ferment boutique. Donc c'est vraiment tout un système. Et là, cet accompagnement, il ne doit pas être seulement pour le public, il doit être également pour le secteur privé. Professeur Zunon-Kipré, dites-nous, est-ce que c'est souhaitable que ce genre d'investissement soit fait par le secteur public? Absolument, c'est souhaitable, mais il faut savoir que ce type d'investissement est déjà fait par le secteur public, notamment au centre de radiothérapie. Maintenant, nous aurions espéré avoir plus. Mais de toute façon, c'est indispensable. Alors, le problème en général, quand on parle des investissements dans le secteur public, c'est en général la maintenance, l'entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions? Vous voulez réagir? Oui, c'est une question managériale. Quand vous regardez au CHU d'Angré, le directeur qui est là a pris certaines dispositions pour l'entretien de son matériel. Par exemple, il a essayé de négocier avec le ministère du Budget pour leur dire que bon, cette ligne-là ne peut pas entretenir les équipements de pointe que la Côte d'Ivoire a payé. Quand je vois ce que nous coûte l'entretien et la complexité, parce qu'effectivement, localement, nous n'avons pas la compétence, ou pas forcément des représentants des constructeurs auprès desquels nous achetons ces équipements, il faut à chaque fois qu'ils viennent de l'étranger. On a eu la difficulté pendant la période Covid avec les frontières aériennes qui étaient souvent partiellement fermées. Ce n'était pas très évident, donc effectivement, on pourrait même gagner à mutualiser l'entretien de tous ces équipements. Je reviens vers vous, professeur Zunon-Kipré. Comment on fait pour démocratiser l'accès à ces équipements? On a vu l'échographie 3D, c'est bien d'avoir un album de famille qui commence même au niveau prénatal, mais l'autre chose aussi, c'est que ça permet d'anticiper, on l'a vu dans le reportage, sur certaines maladies et malformations du bébé. Alors, comment on arrive à démocratiser l'accès à ces équipements? On y arrive en mettant en place déjà une politique d'équipement. Il faut qu'il y ait une véritable politique managériale au niveau de la santé, que ce soit pour le privé ou que ce soit pour le public. Et quand vous savez que pour un appareil acheté, je parle sous contrôle de Mme Delmotte, c'est environ 10% par an le contrat de maintenance. Essayez d'imaginer. C'est important. Voilà. Très important. Comment est-ce qu'on arrive à faire que ces investissements, tous ces investissements, puissent donner des résultats sur les indicateurs en général? Docteur. Oui, vous savez, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, un hôpital coûte environ 50 milliards. Un centre de santé intégré coûte autour de 250 millions. Mais pour le coût d'un hôpital, vous pouvez avoir à Abidjan 100 centres de santé intégrés, où on fait des césariennes, les laboratoires, la radio. Ça c'est une façon de démocratiser aussi. Oui, c'est une façon de démocratiser. Donc, avec le coût d'un seul hôpital, on a 200 centres de santé intégrés en Côte d'Ivoire. Mais la mortalité maternelle va baisser. C'est un tout. Alors, on l'a vu dans notre premier reportage, des équipements médicaux de pointe se déploient à Abidjan, des équipements souvent réservés à une minorité de patients qui en ont les moyens. Je vous propose maintenant de prendre la direction du Cameroun pour partir à la rencontre d'entrepreneurs qui innovent dans le numérique pour offrir des solutions de santé à l'ensemble de la population. Ce n'est pas un hasard s'ils parient sur le numérique. D'ici 2025, 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne auront souscrit au service des opérateurs mobiles, soit environ la moitié de la population. Les entrepreneurs de la santé, un reportage de Yao Sansan, Gisle Mendonça et Niki Kwame. Ce jour-là, dans un hôpital de Yaoundé, ce médecin est en pleine consultation. Depuis la dernière fois, comment vous vous sentez? Je me sens mieux. Soudain, elle reçoit un SMS. Il s'agit d'informations sur l'état de santé d'un bébé prématuré, pris en charge dans le même hôpital. Température, poids, les informations transmises nécessitent une intervention. Oui, Rabi. Il y a les données de l'hygrométrie de la couveuse numéro 2 là, qui signale 47% d'humidité. Il faut régler ça à 50. Dans une autre salle,
une sage-femme va régler automatiquement le taux d'humidité au sein de cette couveuse, en quelques touches seulement. Cette couveuse, connectée au téléphone du docteur, change la vie des médecins, très souvent débordés. Parfois, nous avons 30-35 malades à voir par jour. En même temps, nous devons gérer les salles, gérer les urgences, apporter assistance aux malades. Donc du coup, lorsque nous avons à faire tout ça, et nous sommes peu nombreux, il faut bien des solutions novatrices comme ça pour nous permettre de faire beaucoup plus que ce qui est recommandé. Face au manque de personnel et d'équipements médicaux, de nombreuses start-up en Afrique innovent dans le numérique. Leur nombre dans le secteur de la santé a augmenté de 56% ces 3 dernières années. Le Cameroun fait partie des pays les plus dynamiques. Couveuses connectées, mais aussi applications pour consulter en ligne un médecin. Des innovations adaptées aux réalités sanitaires locales. Malgré cela, leurs concepteurs doivent braver de nombreux obstacles pour réussir. Investir dans la recherche, développer sur fonds propres, chercher des financements quasi inexistants et le plus dur, gagner l'adhésion des populations et des pouvoirs publics. Des défis immenses qui n'empêchent pas ces entrepreneurs de la tech de rêver grand. Retour dans l'hôpital de Yaoundé. À l'étage, ce bébé est maintenu au chaud dans cette couveuse, pendant que sa mère se fait ausculter. Bonjour Doc. Bonjour. Comment ça va avec elle? Non, elle va très bien, elle récupère très bien. Vous voyez le petit bonhomme là? Mais ils ne sont pas tout à fait séparés. Une technologie permet à la maman de voir son bébé à travers un smartphone. Pour moi, c'est la première fois que je puisse voir une telle technologie. Et vraiment, j'espère vraiment que les mamans auront maintenant le cœur tranquille. Cette couveuse connectée est l'invention d'une start-up camerounaise A8 Techno. Son coût, 2,8 millions de francs CFA. 2 à 3 fois moins cher que les couveuses importées qui dominent le marché. 6 mois auparavant, il n'y avait pas une seule couveuse ici, aux grandes dames de la directrice du centre de santé. Plusieurs fois, nous avons fait des accouchements prématurés et nous n'avons pas pu trouver de place dans les services de néonatologie pour pouvoir abriter nos bébés. Vous avez été témoin de mort de bébé? Oui. Mort de bébé dans le sens où nous avons fait un accouchement ici. Nous avons prescrit l'admission du bébé en néonatologie. Les parents ont dû faire, et c'était la nuit, les parents ont dû faire le tour de la ville, monter, descendre. Ils n'ont pas pu trouver de couveuse et le bébé il est mort dans leurs bras du fait d'être dans le froid. Le genre de drame fréquent au Cameroun. On y déplore 10 000 décès de prématurés par an. La majorité serait due au manque de couveuses. En effet, le pays enregistre 100 000 naissances de prématurés par an, mais ne dispose en tout et pour tout que de 100 couveuses. Des couveuses importées en nombre réduit et parfois en panne, comme dans cet hôpital de Bafoussam à l'ouest du pays, où elles jonchent les couloirs, inutilisables. Mais depuis peu, elles fonctionnent à nouveau, grâce à la start-up camerounaise qui les réhabilite. Pour comprendre, direction l'atelier de production à Bafoussam. Le manager Serge Armel Djidjou, ingénieur de formation, vient s'enquérir de la réhabilitation de cette couveuse. Tombée en panne, car inadaptée aux réalités locales. Ce n'est pas une couveuse qui est préparée pour être dans un environnement où l'énergie est aléatoire, avec des tensions fluctuantes, comme ici en Afrique. Ce n'est pas une couveuse qui est préparée dans une maternité qui n'est pas forcément très aérée, où il fait 40 degrés à l'homme, non. La couveuse est conçue en imaginant que la maternité elle-même est dans les normes, ce qui n'est pas toujours le cas. Plus de 90% des couveuses physiques qu'on a au Cameroun, et j'imagine dans d'autres pays africains, ne fonctionnent même plus. En l'absence de pièces de rechange, ces couveuses importées termineraient à la poubelle sans l'action de la start-up. C'est que nous récupérons cette coque, nous enlevons toute l'électronique qui est défaillante et nous mettons notre électronique.
Ce qui fait que vous avez maintenant dans les hôpitaux des couveuses qui ont une coque, une vieille coque on va dire, qu'on a désinfectée, qu'on a réhabilitée, mais avec tout notre système de fonctionnement jusqu'à l'interactivité. 13 couveuses de ce type ont déjà été réhabilitées, facturées 1 million de francs CFA l'unité aux hôpitaux. Mais le gros du travail pour AUI Techno, c'est la fabrication de A à Z de couveuses connectées, made in Cameroun. Tout est parti d'une idée du chef d'atelier. Hervé Apoupo est fils de sage-femme. Je décide donc une fois d'aller visiter ma mère à l'hôpital. J'arrive, je constate qu'il y a une couveuse où on avait 2 bébés couchés, morts, parce que la couveuse était gâtée. Je ne parviens pas à comprendre, je vois un manque. Je demande à maman que, mais pourquoi vous n'avez pas pris une autre couveuse pour mettre le bébé? Je constate qu'il y avait encore 3 couveuses derrière, mais gâtées. Donc il n'y avait plus de possibilités. C'est là où je me suis dit, mais pourquoi ne pas fabriquer une couveuse? Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. De l'habitacle, en passant par le bloc central, tout est fabriqué ici. La pièce maîtresse, ce sont ces cartes électroniques. À la différence des couveuses importées, elles sont conçues pour résister aux problèmes d'électricité, nombreux au Cameroun. Dans ces cartes que nous avons, c'est un ensemble de dispositifs qui forment une boîte noire qui, en plus de permettre le fonctionnement optimal des capteurs, toutes les interprétations nécessaires, ont la particularité d'avoir tout ce qu'il faut en régulation et en asservissement pour que la tension électrique qui rentre dans la couveuse, qu'elle soit défaillante ou qu'elle soit normale, n'affecte pas son fonctionnement. Homologuées par l'État en janvier 2020, seules 8 couveuses ont été vendues à ce jour. La Covid-19 a concentré l'essentiel des dépenses de santé et plombé les perspectives de l'entreprise. Avec un chiffre d'affaires de 18 millions de francs CFA, AUI Techno n'est toujours pas rentable. Mais le manager compte sur les commandes de l'État pour rebondir et projette d'attaquer le marché africain. De grandes ambitions pour lesquelles Serge ne cesse de perfectionner ses couveuses. Nous le retrouvons à Yaoundé, dans ce laboratoire de simulation mis à la disposition des startups par la diaspora camerounaise. On a respecté les côtes, les dimensions. Objectif, adapter les couveuses aux spécificités de leur nouveau marché. On est là sur un projet de 30 couveuses au nord, couveuses solaires. Ça nous pose un défi logistique parce que le nord, c'est même l'extrême nord du Cameroun. Donc on est à 1900 km. C'est des couveuses qui vont voyager. Il faut que ce soit solide. C'est un endroit où on ne va pas pouvoir aller tout le temps faire de la maintenance. Donc dès ici et maintenant, et entièrement solaire. Ce n'est même pas le genre où il y a l'électricité, mais on s'adapte aux fluctuations. Non, là-bas, il n'y a même pas du tout. C'est solaire. Donc on est en train de concevoir cette couveuse qui va faire face à ce challenge particulier. Trouver des solutions concrètes pour le marché local, telle est l'ambition de la start-up. Tout démarre il y a 5 ans par le biais d'une agence universitaire de l'innovation, AUI, lancée par Serge et ses collègues universitaires. Et nous nous sommes dit, peut-être il ne faut pas l'expérience, chercher le business model qui peut permettre que de manière concrète, on va émerger des valeurs, des produits, des équipements qui sortent de l'université et qui changent la vie des gens. Ce n'était pas le cas? Mais ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Ce n'est toujours pas le cas. Et donc pour nous, on aura réussi si dans 10 ans, il y a au moins un catalogue de 10, 15 produits dans 10 pays africains qu'on retrouve dans les supermarchés. Après 2 ans de recherche, ils sortent la couveuse connectée, leur premier produit. Coût de l'investissement, 200 millions de francs CFA sur fonds propres. Investir une telle somme dans l'innovation n'est pas chose aisée sur le continent. Innover en Afrique, c'est un labyrinthe. C'est d'abord intrinsèquement une dissonance cognitive. Parce que le schéma social, ce que la société attend de vous, ce n'est pas d'innover. Si vous décidez d'acheter une découpeuse laser ou une imprimante 3D avec l'argent de la tontine, même votre épouse ne vous comprend plus. Il y a réunion de famille, c'est grave. Qu'est-ce que tu es un fou? Ah, ils ont livré les flyers. Des fous qui passent aujourd'hui pour des champions de la lutte contre la mortalité infantile. Et ils ne sont pas les seuls à avoir cassé les codes avec leurs innovations.
Dans ce centre de santé de Yaoundé, ce docteur vérifie son planning. Un message sur son téléphone, une demande de consultation médicale. À l'autre bout du fil, une dame. Elle sollicite le médecin depuis son domicile pour des douleurs au ventre et des vertiges. S'il est possible pour elle de consulter sans se déplacer et de payer via mobile money, c'est grâce à une application Made in Cameroun appelée WeCare. Ici, lorsque j'utilise WeCare, je paye 1 500 francs. Pour la consultation. Par contre, s'il me fallait aller à l'hôpital, j'allais d'abord donner l'argent pour une billet de session qui coûte 2 500. J'allais emprunter un taxi, 1 000 francs l'aller et retour. 1 000 francs l'aller et retour. Et déjà, avec le fait, déjà, je ne me sens pas bien, j'imagine un peu les risques que j'allais avoir en empruntant le taxi, le temps de descendre, peut-être les marches. Les 1 500 francs de la consultation sont encaissés par le médecin qui accède gratuitement à l'application. Il interroge la patiente pour établir un diagnostic. Un mode de consultation limité, certes, mais qui permet au médecin de gagner du temps dans un Cameroun où l'on compte un médecin pour 1000 patients. En principe, une consultation médicale doit durer 1 heure de temps. On ne pourra pas consulter plus de 10 malades par jour. Donc, grâce à cet outil, nous nous retrouvons, en fait, on va dire dans le confort déjà, de pouvoir répondre à tout le monde. Si on a 20 malades qui devaient nous voir en un jour et que parmi les 20, en réalité, il n'y aura que 10 cas ou bien 5 cas même qui sont sérieux, on aura pu au moins donner soit un traitement d'attente, soit même résoudre le problème de beaucoup en quelques minutes sans qu'il n'ait à se déplacer et autres. On aurait résolu ce problème en quelques minutes. Et ça va décongestionner en quelque sorte aussi l'hôpital. Cette consultation, comme toutes les autres, est enregistrée par l'application dans un carnet de santé électronique. Facturé 2 500 francs CFA l'année, avec là encore des économies pour cette utilisatrice. S'il fallait encore que j'aille à l'hôpital, je devais encore acheter notre carnet, dépenses en plus. Et ça remplit les armes, moi, trop de carnet. C'est souvent vraiment très dangereux parce qu'il y a des moments où il m'arrive souvent de chercher l'un, je ne sais pas là où l'autre se trouve. Et arrivé à l'hôpital, on vous réclame, c'est pas quoi. Encore oui, je me retrouve encore en train de refaire les mêmes examens, ce que j'ai déjà eu à faire, je le refais encore et encore. Voici le créateur de l'application, Emmanuel Assoum, informaticien de 35 ans. L'idée lui vient suite à un drame personnel. En 2015, son père décède à l'hôpital suite à un malaise. La raison ? Le médecin n'avait pas d'informations sur ses antécédents médicaux pour établir un diagnostic rapide. C'est le déclic pour créer WeCare et changer complètement son projet initial. Je viens d'une famille pauvre et on se dit que quand on est pauvre, le seul moyen d'être riche, c'est d'aller en aventure, trouver de l'argent en Europe ou dans d'autres pays pour ramener au pays. Donc du coup, j'ai commencé à cotiser parce que j'avais pris des renseignements. On m'a dit que pour pouvoir aller en aventure, il faut au minimum 1 500 000. Cet argent, il va finalement l'investir dans sa start-up, abandonnant ainsi son projet d'immigration. Un choix semé d'embûches. Emmanuel Assoum va connaître la faillite. Jusqu'au jour où son application remporte un prix de 1 500 000 francs CFA. Bonjour, c'est Emmanuel. Il se remet à l'ouvrage et ouvre son application au grand public en 2018. 3 ans plus tard, le voici, enchaînant les rendez-vous auprès des médecins. Je viens parce qu'on a eu à causer sur les réseaux et j'aimerais pouvoir vous présenter une autre solution WeCare qui est destinée au personnel médical et aux patients. Des médecins qu'il doit convaincre d'adhérer à sa plateforme, car ce sont eux qui peuvent amener leurs patients à utiliser l'application, pour la somme de 2 500 francs par an. Aujourd'hui, WeCare compte près de 20 000 utilisateurs à travers le Cameroun, pas assez pour être rentable, mais les perspectives sont là. Le numérique a sa bouche blanche à apporter au domaine de la santé, énormément. Ça peut apporter un gain de temps, ça peut apporter un gain de santé, mais aussi parce que c'est un marché qui est pratiquement inexploré. Et seulement au Cameroun, la part de marché est de 30 millions de dollars. Seulement au Cameroun. Objectif pour Emmanuel Assoum, attirer 100 000 utilisateurs pour atteindre 250 millions de chiffre d'affaires, tout en contribuant
à sauver des vies. Et retour sur ce plateau, et une petite surprise pour vous, le manager général de A8 Techno, Serge Armel Djidjou, est avec nous, il nous a rejoint sur ce plateau. Il arrive tout droit du Cameroun. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour participer à Made in Africa ce soir. Merci. Serge Armel, bonsoir. Tout de suite pour vous, Fanny Delmotte, que vous inspire ce reportage? Bah écoutez, c'est toujours positif de voir des évolutions, des innovations de ce type. Et en plus, je suis très très sensible à tout ce qui va toucher la mère et l'enfant. Ouais. Donc d'ailleurs, on s'inscrit très bientôt, on va inaugurer un nouveau département mère-enfant avec justement l'ouverture d'un nouveau service de néonat de pointe. On a importé un logiciel justement qui permet d'avoir toutes les constantes instantanées des enfants. Mais c'est vrai que ça m'intéresse, cette partie où effectivement le médecin Vous aurez l'occasion, en dehors de ce plateau, d'en parler. Professeur, alors c'est quoi le regard que vous portez sur les couveuses justement connectées et l'initiative d'en faire sur place? Moi, je parlerai directement de l'initiative d'en faire sur place. Monsieur, merci. Voici une solution africaine à des problèmes africains. Nous avons des problèmes locaux. Les problèmes que vous vivez au Cameroun sont les mêmes qui sont vécus en Côte d'Ivoire. Je profite ici pour saluer les ingénieurs biomédicaux qui font des miracles pour maintenir encore en vie les couveuses que nous avons, qui sont d'une certaine technologie, qui sont souvent fabriquées avec de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'années. On sait que ça ne sera plus fonctionnel. Et nous avons tous, dans tous nos pays, ces problèmes de stabilité du fournisseur d'électricité qui font qu'on a des problèmes à acheter des couveuses. Quand j'entends le coût de revient de cette couveuse, je suis ébahi. On a vu que les couveuses connectées, ça répond à une problématique. Eh bien, le manque de couveuses au Cameroun. Seulement 100 couveuses pour 100 000 prématurés. C'est quoi l'objectif que vous visez à atteindre? Nous, on raisonne à l'échelle au moins de l'Afrique francophone. Oui. Et on pense que sur ce périmètre-là, il y a un déficit d'au moins 100 000 couveuses. Même si on prend un ratio du genre une couveuse pour 2 centres de santé. Donc, il y a de quoi faire. Une de vos activités, c'est bien sûr la fabrication sur place, mais l'autre, c'est effectivement la réhabilitation des couveuses existantes. C'est un autre pan de vos activités. Tout à fait. Parce que du moment où vous avez la technologie, ben, vous vous rendez donc compte qu'il y a beaucoup de choses au rebut. Oui. Pour lesquels vous n'avez pas forcément les cartes qu'il faut. Les ingénieurs biomédicaux se heurtent au fait qu'ils n'ont pas les cartes pour faire des remplacements standards. Mais du moment où on connaît la technologie, et que souvent, ce qui nous revient le plus cher, c'est précisément cette coque, qui est souvent déjà là. Exactement. Et donc, il faut juste bien comprendre comment ça fonctionne et faire l'électronique qu'il faut et permuter. En tout cas, c'est exceptionnel. Félicitations. Merci. Vraiment. Alors, on vous a vu féliciter Serge Armel, qui dit dans le reportage que innover en Afrique, c'est un véritable labyrinthe. Est-ce que, d'après vous, vous pensez qu'il faut vraiment donner plus de champ libre à davantage de start-up de ce genre dans le domaine de la santé? Est-ce que vous pensez que c'est de ces start-up-là que viendra, je dirais, le salut? Moi, je pense que ça viendra de là. Il faut simplement encadrer. Encadrer sans trop visser. Donner libre cours à l'intelligence de ces ingénieurs africains qui soit sont formés sur place, soit sont allés à l'extérieur chercher la formation et ont osé revenir en Afrique pour se mettre à niveau. Il faut des forums de mise en contact entre les utilisateurs, entre les financiers, les promoteurs, les ingénieurs. Avec ce système, l'Afrique ira loin, ira très loin. L'Afrique a du potentiel. Donc de l'interaction. Vous avez quand même investi 200 millions de francs CFA sur fonds propres dans ce projet. Vous n'êtes pas encore rentable. Je suppose que vous devez avoir plusieurs tours dans votre sac. Vous devez avoir c'est quoi votre plan finalement de développement? Comme je vous ai dit, je raisonne à l'échelle africaine, on va dire Afrique francophone. C'est au moins 100 000 couveuses de déficit. C'est potentiellement 250 milliards de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en réalité, même si vous ne captez que 10% de ce marché, vous avez 25 milliards, il y a de quoi investir pour vraiment domestiquer la technologie, pour l'amener aux normes, comme c'est le cas maintenant, et disséminer. Sachant que la technologie est transversale. C'est ça la magie du truc. Pendant qu'on fait l'effort d'africaniser, de domestiquer, il faut éviter de retomber dans le bricole. Il faut s'imposer les normes et des standards. Et même dans le process de fabrication, fabriquer de manière à pouvoir, si aujourd'hui je veux faire
fabriquer les couveuses en Côte d'Ivoire, je dois pouvoir donner des plans de fabrication 3D que les gens peuvent récupérer et faire aussitôt. Je me permettrai d'ajouter quelque chose. Les pays lusophones, anglophones, vous croyez que les bébés ne meurent pas là-bas? Vous avez une grosse potentialité, monsieur. Oui. Je pense tout ce qu'il faut, c'est que ce type de start-up soit visualisé. C'est bien qu'il y ait encourager, visualiser, et comme il l'a dit, pour éviter le charlatanisme, encadré par des systèmes de normes. Fanny Delmotte, on l'a vu, cette application qui permet de réaliser de la téléconsultation, mais également de stocker en ligne le carnet de santé. Voilà, la télémédecine en général. Oui. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous l'utilisez? On en parle là en même temps. Alors aujourd'hui, nous, sur l'imagerie, nous avons un système de télémédecine qui est géré via un PACS, où les médecins reçoivent les clichés, on va dire, instantanément. Ils peuvent les interpréter à tout moment, pendant les gardes, pendant les jours non ouvrés. Donc c'est assez accessible. Et vous, votre retour d'expérience Le retour d'expérience, c'est ça. Lorsque j'ai fini ma formation et que je suis rentré en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place un système qui permet aux autres professionnels qui sont à 600 km d'Abidjan de nous faire parvenir des dossiers médicaux simplement avec des SMS. Avant de pouvoir évacuer le malade sur Abidjan, on avait un diagnostic, on avait une conduite à tenir en urgence, et quand c'était possible, le chirurgien local faisait de la neurochirurgie d'urgence, qui, je rappelle, est de la neurochirurgie générale. Si bien qu'on a sauvé beaucoup de patients. Et parfois avec les conseils ou les orientations directement en live. Pour que les téléspectateurs qui nous suivent visualisent comment ça se passe une intervention chirurgicale en live, il y a un téléphone, comment ça se passe? En live, ça s'est passé il y a exactement 5 mois. Je reçois un coup de fil d'un confrère chirurgien généraliste de San Pedro. Par WhatsApp, il m'envoie les photographies des clichés de scanner du patient. Eh bien, pendant qu'il était au bloc opératoire, au CHR de San Pedro, je lui dictais exactement, j'avais un retour d'expérience, il me disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il faisait comme geste. Nous avons réussi à sauver ce patient qui était dans le coma et qui allait à une mort certaine. Alors, est-ce que c'est en pleine croissance, la télémédecine au Cameroun? Surtout dans l'environnement Covid, peut-être que ça a pris plus de... Oui, ça a été plus visible dans l'environnement Covid. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas encore quand même le mécanisme de santé usuel. Ça reste marginal. Je vais vous poser une question à vous. Est-ce que vous sentez aujourd'hui de plus en plus l'intérêt d'impliquer dans vos acquisitions, soit de matériel ou de logiciels, les travaux qui sont faits par des start-upers africains? Mais bien sûr, c'est très important. Je veux dire, c'est l'avenir et on s'inscrit dans ce sens. Donc encore une fois, bravo, parce que les couveuses, franchement, c'est un sujet très sensible et je trouve que d'avoir cette opportunité en Afrique, c'est une chance. Serge Armel a reçu beaucoup de félicitations. Si vous voulez un dernier mot pour conclure, sinon je vais boucler l'émission. Je veux bien dire qu'on a des technologies qui sont prêtes. On veut juste des partenaires pour s'implanter dans chaque pays africain, pour résoudre au moins un problème. Mais je peux vous garantir que si vous attaquez le problème des couveuses, vous le résolvez. Du coup, vous avez une masse critique de techniciens qui peuvent regarder beaucoup d'autres équipements de même niveau technique. Merci Fanny Delmotte d'avoir été là, professeur Zunon Kipré, Serge Armel Djidjou, merci d'avoir apporté des informations aussi précieuses à nos téléspectateurs et merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci. Vous pouvez aussi la voir sur l'application RTI Mobile et suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.